Bonjour et bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un roman de Robert Kress, The Big Empty. Oui, bonjour. C'est une histoire qui commence de façon assez classique, une disparition non résolue. Exactement. Un détective privé, Elvis Cole, est engagé. Sa cliente, c'est Tracy Beller. Une jeune femme qui a cartonné sur le net, The Baker Next Door, des millions de followers. Impressionnant. Oui, très. Et elle veut retrouver son père, Thomas Beller, un réparateur de clim. Disparue il y a 10 ans, c'est ça le nœud du problème. À Rancha, en Californie. 10 ans sans un mot, sans rien. Pas de corps, pas de camionnette de travail. Non, rien. Les enquêtes précédentes, elles ont fait chou blanc. Mais Tracy, elle refuse l'idée qu'il soit parti comme ça ou qu'il soit mort sans preuve. Elle veut savoir. Alors Cole, il reprend tout depuis le début, il ressort les vieux dossiers. Il a appelé sa femme, Georgina, Pour dire qu'il serait en retard. Et après, silence radio. voilà. Et Byers, elle penchait plutôt pour une fugue. Ah bon? Hmm. Pourquoi? La camionnette pleine de matériel, qui disparaît aussi, sans laisser de traces, pour elle, c'était louche. Ça sentait la disparition volontaire. D'accord. Cole va voir la famille, j'imagine, hein. La Mhm. femme Georgina. Oui. Et elle est clairement amère, convaincue qu'il les a plantés là. Au point d'avoir tout jeté? Presque tout. Elle a gardé juste une petite boîte de souvenirs pour Tracy, mais sinon, ouais, elle a tourné la page de manière assez radicale. Et il y a le beau-frère aussi, Phil John Lay. Lui, il voit les choses différemment. Ah oui, oui, complètement. Phil, qui est aussi l'associé de Bélir, il y croit pas une seconde. Il pense quoi, lui? Pour lui, Thomas aimait trop sa famille. Jamais il n'aurait fui comme ça. Phil est sûr qu'il lui arrivait quelque chose. Un truc grave à Rancha. Et il apporte un élément un peu bizarre, non? Une incohérence. Oui, Bélir se serait plaint du trafic ce jour-là. À sa femme et aussi à sa dernière cliente. Et alors? C'est pas normal de se plaindre du trafic. D'après Phil, si. Bélir, d'habitude, le trafic, il s'en fichait royalement. Ça ne l'a jamais perturbé. Ah d'accord. C'est étrange, ça. Et Phil ajoute autre chose. Bélir avait l'air super tendu cet après-midi-là. Nerveux. Ce qui, apparemment, n'était pas du tout son genre. Donc on a deux versions. La femme qui dit «il nous a laissé tomber» et le beau-frère qui dit «non, il était bizarre, quelque chose cloche». C'est exactement ça. Cole sent bien qu'il y a anguille sous roche. Il récupère la fameuse boîte pour tracer. Et dedans, c'est le trésor caché? Bah non, pas vraiment. Juste des photos, des cartes, des petits objets sans valeur. Des trucs normaux, quoi. Ok. Alors comment Cole avance? Il reprend la chronologie du dernier jour. Oui, il essaye de reconstituer. Les premiers clients de la journée, le type du resto où il a déjeuné, Et qu'est-ce qu'ils disent, eux? tous la même chose. Bel était sympa, normal, bavard. Le type sans histoire. Mais il y a un mais, j'imagine. Oui, le témoignage de la dernière cliente, Samantha Masson, là, c'est plus du tout le même son de cloche. Ah, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Elle le décrit comme anxieux, presque désagréable, impoli même. Carrément? Le type sympa du matin devient impoli l'après-midi. Au lever téléphonique officiel. Des appels non répertoriés, ça corrobore l'idée de Phil sur sa tension, alors. Exactement. Samantha Mason l'a même vu passer un dernier coup de fil en partant de chez elle. C'est plus le même homme. Intriguant. Et puis, il y est ce serveur du restaurant, Eric Zaloué, celui qu'elle trouvait sympa. Il y a un truc avec lui aussi, non? Oui, et c'est assez sombre. Cole apprend que Zaloué est mort. Accident de voiture, quelque temps après la disparition de Belair. Encore un truc bizarre. Mais le père de Zaloué, il se souvient d'un détail. Eric lui avait parlé d'une collègue, une certaine Laurie. Et cette Laurie? Apparemment, elle aurait aussi vu Belair ce jour-là. Mais attention, plus tard, pas le midi. Ah, donc Belair serait revenu au restaurant après? C'est la question. Cole retrouve cette Laurie. Elle bosse maintenant dans un magasin d'alcool. Et elle parle tout de suite. Facilement. Pas tout de suite. Elle hésite beaucoup. On sent qu'elle a peur. Mais elle finit par lâcher le morceau. Et alors? Qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est là que ça devient vraiment dérangeant. Oui, Belair est revenu au restaurant. Mais après la tombée de la nuit. La nuit. Oui. Il est resté dans sa camionnette, sur le parking, et il regardait des ados qui traînaient au skatepark juste à côté. Il regardait des adolescentes? Ok, là, l'image du bon père de famille commence sérieusement à s'écorner. Carrément. Et ce n'est pas fini. Laurie dit qu'elle l'a vu faire monter une des filles dans sa camionnette. Une jeune, de 15 ans, Anya Given. Il a embarqué une ado? C'est ce que Laurie affirme. Le lendemain, quand Laurie a essayé de parler à Anya de ce trajet en voiture, L'ado a paniqué. grosse panique. Elle a tout nié en bloc. Et pour ajouter à l'ambiance, Laurie raconte qu'elle s'est fait agresser peu après. Agressé? Par qui? Par des femmes qu'elle ne connaissait pas. Elles l'ont menacée, en gros, de la fermer, de ne pas raconter de conneries. Ok, là on n'est plus du tout dans une simple affaire de disparition. Ça sent mauvais.
Cole va voir Anya Given, j'imagine. Oui, il la localise. Elle travaille avec sa mère, Sadie, chez un fleuriste. Et la rencontre? Très tendue. Dès que Cole prononce le nom de Bégalère, Anya est prise de panique. Terreur pure. Elle nie tout. Et la mère, ça dit? Hostile direct. Très, très protectrice avec Anya. Elle fait barrage. C'est un mur. C'est juste après ça que les ennuis commencent pour Cole, c'est ça? Oui, quasi immédiatement. D'abord, le manager de Tracy, sa propre cliente, essaye de le convaincre, gentiment mais fermement, de laisser tomber. Puis ça monte d'un cran. Carrément. Des types costauds dans un gros camion, vert ou marron selon les descriptions, le chopent dans un restaurant, menace claire. Et ils s'en prennent aussi à Laurie. Oui, les mêmes types vont menacer Laurie directement après, histoire qu'elle comprenne bien le message. Et il y a aussi cette voiture qu'il suit partout. La Dodge Challenger noire, avec deux types dedans que Cole appelle les binoclars. Il lui colle au basque. C'est de l'intimidation en règle. Et ça finit mal, très mal. Ouais. Cole suit la Challenger et il tombe dans un guet-apens dans un coin paumé. Il se fait tabasser, violemment, par plusieurs hommes. Les types du camion et les binoclars. C'est ça. Le comité d'accueil au complet. Et pendant qu'il est à l'hosto, il apprend que sa voiture a été retournée, son dossier sur Bel Air a disparu, volé. Toujours efficace, Joe Pike. Il prend le relais pendant que Cole est sur le flanc. Et Pike, il fait quoi, lui? Il enquête sur les agresseurs? Exactement. Il apprend pour l'agression, le vol du dossier, il remonte la piste du camion et les binoclars. Il arrive à les identifier? Pour le camion, oui. Grâce à la description de Laurie, et puis plus tard il aura une photo, il identifie un des types comme Charlie Reed, le proprio d'une casse auto RNR Salvage. Une casse auto, pratique pour faire disparaître des choses. Et les binoclars de la Challenger? Pike trouve un lien avec un jeune cuistot du resto où bossait Laurie, un certain Arturo Melendez. Le type qui les aurait prévenus que Cole posait des questions. Probablement. Et sans surprise, ce Melendez. Il disparaît. On apprendra qu'il a été tué. Encore un. La liste s'allonge, c'est terrible. Pendant ce temps, à l'hôpital, il se passe un truc avec Sadie, la mère d'Anya. Oui, elle vient voir Cole. C'est une visite un peu étrange, mais ça confirme surtout une chose. Elle a très peur, et elle est mêlée à tout ça. Et Pike, de son côté, il fouille le passé de Sadie. Et il trouve mes choses. Des arrestations, un séjour en prison pour vol de voiture, des histoires de drogue. Tout ça quand Anya était gamine. Ce qui explique peut-être sa peur panique des flics et sa surprotection d'Anya. C'est ça. Et ça explique aussi pourquoi elle n'a rien dit pendant 10 ans. Pike retrouve leur adresse actuelle comment d'ailleurs? Le dossier a été volé. Ah oui, bonne question. Il utilise un vieux dossier de libération conditionnelle de Sadie et il retrouve une ancienne voisine, Martell Dale. Et Martell, elle lâche une info capitale. Laquelle? Elle dit que c'est Charlie Reed, le type de la casse auto, qui a aidé Sadie à acheter sa maison actuelle. Et qu'il est très très proche d'elle, presque comme un membre de la famille. Charlie Reed. L'agresseur de Laurie? Le lien est fait. Et Martell fournit même une photo qui confirme la théorie. Reed est bien l'un des types du camion. Tout mène à Sadie, Anya et Reed. La confrontation est inévitable. Pike et Cole, à peine remis sur pied, vont chez Sadie. Et là, surprise. Ou pas. Il trouve qui? Sadie, Anya et Charlie Reed. Mais aussi son frère, Christopher, et les deux binoclars de la Challenger. Tout le monde est là. Ambiance. Ça doit être explosif. C'est le moins qu'on puisse dire. Et sous la pression, Anya finit par craquer. Elle raconte tout. La vraie histoire de ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Et c'est là qu'on découvre l'horreur. Ce n'était pas juste une balade en voiture. Pas du tout, non. Belair l'a enlevé, il l'a emmené dans un champ paumé, Il lui a fait quoi, Breler? il l'a ligoté avec du fil de fer. Il lui a mis un sac plastique sur la tête. Oh mon Dieu. Il lui a montré des photos, des polaroïdes d'autres filles. Il appelait ça sa collection. Des filles qu'il disait avoir tuées, de la même manière. Un monstre. Et il allait la tuer elle aussi, quand Sadie est arrivée. Sadie? Comment elle a su? Elle l'avait suivi? Le livre ne le dit pas explicitement. Peut-être un pressentiment, l'instinct matériel, peut-être que Laurie lui avait dit quelque chose qui l'a inquiétée. Toujours est-il qu'elle débarque en plein cauchemar. Et elle voit Belair en train de... Oui, elle le voit sur le point de tuer Anya. Alors elle prend un marteau qu'elle avait dans sa voiture et elle le tue. Elle frappe Belair à mort. C'est elle qui l'a tué. Et Charlie Reed? Charlie, amoureux de Sadie depuis toujours, prêt à tout pour elle. Elle l'appelle à l'aide. Et il l'aide à couvrir le meurtre. Exactement. Il fait disparaître le corps de Belair et la camionnette. Il les enterre sur un terrain à lui, isolé. C'est pour ça qu'il fallait faire taire Cole, pour protéger ce secret. L'affaire de la disparition est résolue.
Mais ça ouvre une porte sur quelque chose d'encore plus terrifiant. Belair n'était pas juste un type qui a dérapé un soir. C'est ça que Cole comprend. Le mode opératoire, décrit par Anya. Le sac plastique, les liens, les photos, la collection, ça lui rappelle quelque chose. Il contacte un expert du LAPD. Oui, John Chen, un spécialiste en sciences forensiques. Il lui demande de chercher des cold cases, des meurtres non résolus qui correspondraient. Et les résultats? Effroyable. Sean trouve 13 meurtres, jeunes femmes, asphyxiées ou étranglées avec des sacs plastiques, souvent des bijoux volés, 13. dont 8 cas qui correspondent parfaitement, avec des liens en fil d'aluminium torsadés retrouvés sur les corps, exactement comme Annie l'a décrit. Et l'ADN? L'ADN de Belair était sur ces liens, mais comme il n'était pas fiché, on ne l'avait jamais identifié. Sur 2 victimes, on a même retrouvé des polaroïdes. Thomas Belair était un tueur en série, le bagman, comme on l'appelait. L'horreur absolue. Mais ce n'est pas encore fini, si? Il y a une dernière révélation? La pire, peut-être. Une nouvelle analyse ADN sur des cheveux retrouvés sur 3 des victimes révèle un deuxième profil ADN masculin. Un deuxième homme? Belair avait un complice. Oui, il n'agissait pas seul. Et ça explique les meurtres des témoins. Eric Zalway, Lori, Arturo Melendez. Ce n'était pas Charlie Reed qui protégeait Sadie. C'était le complice de Belair, qui éliminait tous ceux qui pouvaient faire le lien. Exactement. Le complice, qui devait être quelqu'un de très proche de Belair, qui connaissait tout, qui s'est senti menacé quand Cole a rouvert l'affaire. Quelqu'un qui aurait pu se faire passer pour un flic, pour intimider des témoins, comme ça a été rapporté. Oui, bien avant que Cole ne parle à Lori d'ailleurs. Quelqu'un qui a pu s'introduire chez Cole, voler le dossier, et donc savoir où trouver Sadie et Anya. Et ce quelqu'un, c'est... Phil Janley, le beau-frère, l'associé, le meilleur ami, l'oncle si aimant de Tracy. Non. Si, celui qui jouait les innocents au début. C'était lui, le deuxième bagman, le complice depuis des années. Le choc pour Cole, mais surtout pour Tracy, ça doit être inimaginable. Phil sait qu'il est découvert maintenant. Oui, l'alerte est donnée. Pike prévient tout le monde. Tracy. Et surtout, c'est dit, Anya et Charlie, car Phil est sûrement en route pour les éliminer. Anya, la seule survivante qui peut décrire les rituels. C'est dit qui sait qu'il était le complice. Donc, direction la propriété de Charlie Reed. Là où tout est enterré. C'est ça, la confrontation finale. Cole et Pike arrivent. Phil est là. Il tient Anya en otage. Il a déjà fait des victimes. Oui, il a tiré sur Charlie, il a blessé Sadie. La situation est désespérée. Phil est acculé, il ne nie plus vraiment. Et comment ça se termine? C'est confus. Charlie, même blessé, se jette sur lui pour protéger les femmes. Sadie intervient aussi. Phil est tué. Légitime défense, très probablement. Fin de l'horreur physique. Mais le début des conséquences psychologiques. Annoncer la vérité à Tracy. Ça, c'est le travail le plus dur pour Cole. Dire à sa cliente « Votre père était un monstre, votre oncle adoré était son complice ». La trahison ultime. Comment elle réagit? C'est dévastateur, évidemment, mais elle montre une force incroyable. Elle décide que la vérité doit éclater. Elle donne tout à la police, y compris les journaux intimes d'Anya qui confirment tout le récit. Et le livre se termine sur une note un peu particulière? Oui, une rencontre organisée entre Tracy et Anya. La fille du tueur et la victime survivante. 2 jeunes femmes liées par un traumatisme commun, mais vécues de part et d'autre de la barrière. C'est une image très forte. Pour résumer cette plongée dans l'affaire Baymouth, Thomas Belair n'a pas disparu, il était un tueur en série, le Bagman, aidé par son beau-frère Phil Janley. Il a été tué par Sadie Given alors qu'il allait assassiner sa fille Anya. L'enquête a déterré des décennies d'horreur. Ce qui marque vraiment ici, c'est cette idée de façade. La normalité qui cache l'abomination. Le père de famille, l'oncle sympa, qui sont en fait des monstres. Chaque révélation est pire que la précédente. Et ça pose la question des victimes. Anya, bien sûr, mais Tracy aussi, victime d'une trahison terrible. Et Sadie, à la fois sauveuse et meurtrière. C'est très complexe. Oui, ça brouille les lignes. Ce qui nous amène à la réflexion finale. Cette rencontre à la fin entre Tracy et Anya, qu'est-ce qu'elles peuvent bien se dire? Comment on se reconstruit après une telle chose quand on est lié comme ça par le pire? C'est une question vertigineuse. Comment vivre après ça? Comment une communauté aussi digère la découverte que des monstres vivaient parmi eux en toute tranquillité? Effectivement, de quoi laisser une impression durable bien après la lecture.